Le café du relais routier avait un goût de caoutchouc brûlé mêlé de désespoir, mais Harland Becquet le but quand même. 3 jours de camping avec Lénine avaient valu chaque piqûre de moustique, chaque nuit blanche sur un sol rocailleux, chaque instant de paix avant de retourner au monde réel. Sa fille était assise en face de lui, sur le siège passager de leur SUV taché de boue, découpant un sandwich de la station-service avec une précision méthodique héritée de lui. La campagne de l'Indiana défilait devant leurs fenêtres, telle une succession de champs de maïs et de soja, entrecoupés de fermes qui semblaient dressées depuis la guerre de sécession. Normal, paisible. Le genre de paysage qui faisait oublier qu'il y avait des prédateurs sur cette terre. Papa, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe. La main d'Arlon s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. La tasse de café resta suspendue un instant de trop, de la vapeur s'échappant du liquide noir à l'intérieur. 13 ans, et Lennon avait hérité de son instinct, de ses cheveux noirs et de son menton têtu. Dans son monde, ce genre d'intuition faisait toute la différence entre rentrer à la maison et rentrer dans une boîte. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il garda une voix basse et décontractée, le même ton qu'il utilisait pour poser des questions sur les devoirs ou les projets du week-end. Je ne sais pas, juste une intuition. Lennon haussa les épaules, mais ses yeux restèrent vigilants, scrutant les rétroviseurs comme il le lui avait appris pendant leur cours de conduite défensive. Comme quand on chargeait la voiture ce matin-là, et qu'à la station-service tout à l'heure, quelqu'un nous observait depuis cette berline bleue. Aaron jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Le parking derrière eux présentait le lot habituel de véhicules, des pick-up avec des boîtes à outils, des minivans avec des autocollants de ballons de foot, des motos de coureurs du dimanche. Rien ne se démarquait, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien. Quelle berline bleue? Celle près des pompes à diesel. Le chauffeur ne descendit jamais, n'acheta jamais d'essence, resta assis là, le moteur allumé. Lennon déballa son sandwich entièrement, puis le remballa sans y prendre une bouchée. Une énergie nerveuse. Quand nous partîmes, il nous suivit. Harland posa le café. 22 ans dans le renseignement militaire lui avaient appris à faire confiance à ce genre de sentiment. En Afghanistan, les soldats qui ignoraient leur instinct finissaient par figurer parmi les victimes. Ceux qui réussissaient apprenaient à écouter la voix qui murmurait le danger avant que leur esprit conscient ne puisse la traiter. Surtout lorsqu'elle venait de quelqu'un qu'ils formaient depuis qu'elle savait marcher. Aaron avait commencé à enseigner à Linan la conscience situationnelle à 5 ans. Des jeux simples au début. Compter les voitures rouges sur le chemin de l'école. Observer quels voisins avaient encore des journaux dans leur allée après-midi. Repérer la personne à l'épicerie qui n'y avait pas sa place à 10 ans. Elle pouvait vider une pièce du regard en 30 secondes et identifier toutes les sorties. À 12 ans, elle savait faire la différence entre une vigilance normale et une évaluation active de la menace. Aujourd'hui, son instinct lui criait « On va faire un arrêt rapide ». La voix de Harland portait l'autorité d'un homme qui avait donné des ordres sous le feu ennemi. Rien à craindre, juste une vérification. Il gara la voiture sur une partie vide du parking, à l'écart d'un bâtiment principal et du flot de piétons. L'Indiana Highway s'étendait dans les deux sens, presque déserte, à l'exception de quelques semi-remorques transportant des marchandises vers Chicago et d'un pick-up rouillé qui avait connu des décennies meilleures. Circulation normale l'après-midi pour ce coin de nulle part, mais la normalité pouvait cacher une multitude de péchés. Reste dans la voiture, verrouille les portes. Si quelqu'un s'approche, autre que moi, tu démarres et tu te rends au commissariat en ville. Papa, tu me fais peur. Bien. La peur te garde en vie. Aaron contourna son SUV, puis se laissa tomber à genoux près du pare-chocs arrière. L'asphalte transperçait son jean comme des dents en colère, mais il ignora l'inconfort. La douleur était temporaire. La mort était définitive. Ses doigts parcoururent le dessous du châssis avec une efficacité éprouvée, vérifiant tous les endroits habituels où des dispositifs de surveillance étaient installés. Rien près du réservoir de carburant n'était trop évident ni trop dangereux. Rien autour des passages de roues, trop de vibrations et d'éclaboussures de la route, il avança, tâtonnant le châssis, le système d'échappement, le carter de transmission. Les voitures modernes offraient des centaines d'emplacements pour dissimuler un dispositif de localisation. Mais la plupart des amateurs choisissaient les endroits évidents. Puis ses doigts trouvèrent quelque chose qui n'avait pas sa place. L'appareil était plus petit qu'un paquet de chewing-gum. Un boîtier en plastique noir avec un support magnétique suffisamment puissant pour le maintenir en place sur autoroute. Des spécifications militaires professionnelles. Le genre de dispositif de localisation qui coûte plus cher que la plupart des gens,
fabriqué en un mois et nécessitant un logiciel spécialisé pour le surveiller. Le sang de Harlan se glaça, mais sa main resta immobile. Il sortit son téléphone et prit 3 photos sous différents angles, en veillant à bien saisir les numéros de série gravés sur le boîtier. Puis il laissa le dispositif exactement là où il était, sans le déranger, sans prévenir quiconque observait que sa surveillance avait été compromise. De retour dans la voiture, Lénine scrutait son visage avec l'intensité d'un joueur de poker lisant des tels. « Que as-tu trouvé ?»« Rien d'important. » Le mensonge lui vint aussi naturellement que de respirer. Il devait simplement vérifier le système d'échappement. Il avait entendu un bruit de cliquetis plus tôt, mais son esprit était déjà en ébullition, calculant variables et probabilités. Qui avait accès à son véhicule? À quand remonte la dernière fois qu'il l'avait laissé sans surveillance plus de quelques minutes? Le voyage en camping était prévu depuis 3 semaines, discuté à table, inscrit sur le calendrier familial. Largement le temps pour quelqu'un de planifier la surveillance et d'établir des protocoles de contrôle. La question n'était pas de savoir qui en avait l'opportunité. La question était de savoir qui avait le mobile. Linan se cala dans son siège, mais il pouvait voir son reflet dans la vitre passager, toujours à l'observer, toujours à réfléchir. Elle avait hérité de plus que son instinct. Elle avait hérité de son incapacité à lâcher prise. Papa. Ouais. On a des ennuis? Le trajet du retour dura 2 heures sur l'autoroute à travers des terres agricoles qui ressemblaient à un tableau de Norman Rockwell. Harlan passait chaque kilomètre à élaborer des scénarios, à établir des chronologies, à se préparer à des possibilités. Lorsqu'ils atteignirent les abords de Fort Wayne, il savait ce qu'il lui restait à faire. Sa priorité était de tromper l'attention. Éloigner les observateurs de sa famille pendant qu'il découvre qui se cache derrière la surveillance. Je dois faire un arrêt rapide, dit-il à Lennon alors qu'ils approchaient d'un immense relais routier près de l'Interstate 69. Ça ne sera pas long. Le parking était rempli de semi-remorques alignées tels des géants endormis, leurs pare-chocs chromés luisant sous le soleil de l'après-midi. Les conducteurs circulaient entre les camions et le bâtiment principal, prenant douche et repas chauds avant de reprendre la route. Une couverture parfaite pour ce qu'ils devaient faire. Harlan se gara près d'un camion de transport immatriculé au Texas et équipé de garde-boue annonçant une entreprise de fret basée à El Paso. Le genre de camion longue distance qui ne s'arrêterait pas avant 1000 km. Attendez ici. Gardez les portes verrouillées et le moteur allumé. Pourquoi me dites-vous sans cesse de verrouiller les portes? Parce que je vous aime. Le chauffeur était à l'intérieur, prenant un café et ce qui pouvait passer pour de la nourriture dans un endroit comme celui-ci. Harlan avait environ 10 minutes avant que l'homme ne revienne à son camion et ne poursuive sa route au cœur du Texas. Il se laissa tomber sur l'asphalte et rampa sous la remorque, ignorant l'odeur de diesel et de crasse. Le traceur se détacha de son SUV dans un léger clic d'aimant. Il le plaqua contre le pot d'échappement du camion, s'assurant que le support magnétique était solide et sécurisé. Celui qui surveillait ses déplacements suivrait ce signal jusqu'au Texas, pourchassant un fantôme pendant qu'il gérait une menace réelle chez lui. De retour dans son SUV, Linan envoyait un SMS à quelqu'un sur son téléphone, probablement son amie Jessica, pour lui raconter son séjour en camping. Comportement normal d'un adolescent de 13 ans dans une situation anormale. « Tout va bien ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son écran. « Parfait. » Mais au moment même où il le disait, Harlem pensait au traceur. Qualité professionnelle signifiait une installation professionnelle, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un crime au hasard ou d'une surveillance amateur. Quelqu'un avec de sérieuses ressources voulait savoir où il allait et quand. Le trajet du retour était différent maintenant. Plus léger par certains côtés, plus lourd par d'autres. Celui qui le traquait suivrait ce camion jusqu'au désert, lui donnant le temps d'enquêter. Mais cela signifiait aussi que la menace était réelle, immédiate et soigneusement planifiée. La maison de Harlan se trouvait dans une cité verte, un quartier tranquille où les enfants circulaient à vélo dans les rues et où les voisins se connaissaient par leur nom. Des familles ouvrières avec des emplois stables et des rêves modestes. Le genre d'endroit où rien de mal n'arrivait jamais et où les gens laissaient leurs portes ouvertes la nuit. Sa femme, Janelle, était dans la cuisine lorsqu'ils franchirent la porte d'entrée, remuant un plat qui sentait l'ail et les herbes fraîches. Elle leva les yeux avec un sourire qui lui serrait la poitrine d'affection. La même expression qu'elle avait arborée lors de leur première rencontre dans un café près de l'université. « Comment s'est passé le camping ?»« Bien », dit Lénan en posant son sac à dos près de la porte avec l'indifférence désinvolte d'une adolescente. « Papa m'a appris à faire un nœud dans un bol et à allumer un feu sans allumette.
C'est bien, ma puce. Le regard de Janelle croisa celui de Harlan et il scruta son expression à la recherche d'une trace de déception ou d'inquiétude. Tu as l'air fatigué. 3 jours à dormir sur des rochers, ça fait ça à un homme. Il l'embrassa sur la joue, la même routine qu'ils avaient suivie pendant 15 ans de mariage. Mais maintenant, il analysait sa réaction, cherchant des micro-expressions et des signes comportementaux. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Son sourire semblait sincère. Répété par des années de répétition. Le dîner est presque prêt. Ton poulet préféré avec cette sauce aux herbes que tu aimes. Ils mangèrent comme une famille normale, autour de leur table de salle à manger habituelle. Linan parla du camping avec l'enthousiasme de quelqu'un qui s'amuse vraiment. Janelle l'interrogea sur son travail avec l'intérêt désinvolte d'une épouse soucieuse de la carrière de son mari. Harlan apporta des réponses appropriées et participa à la conversation. Mais une partie de son esprit resta concentrée sur le traceur, sur les questions qu'il soulevait, sur les implications qu'il suggérait. Quelqu'un voulait sa mort ou sa disparition. La question était de savoir si la personne assise en face de lui, partageant du poulet et discutant de ses projets de week-end, faisait partie du complot. 2 jours plus tard, la nouvelle se répandit sur tous les grands réseaux. Aaron était à son bureau à domicile, en train d'effectuer des diagnostics sur le système de sécurité réseau d'un client lorsque l'alerte fut transmise par son logiciel de surveillance des actualités. Un camion de transport avait explosé près d'Amarillo, au Texas, sur l'Interstate 40. Conducteur décédé, cargaison détruite, les autorités enquêtant sur un possible sabotage. Il fixa l'écran un long moment, relisant les détails à 2 reprises pour s'assurer d'en comprendre les implications. Puis il consulta l'itinéraire du camion, croisant le numéro de plaque d'immatriculation qu'il avait mémorisé au relais routier. Même entreprise, même chauffeur, même itinéraire vers le cœur du Texas. L'explosion s'était produite exactement là où son traceur se trouvait, au moment précis où on l'aurait attendu. Quelqu'un avait tenté de le tuer avec une bombe télécommandée. Harlan avait enregistré l'article dans un dossier crypté, puis avait effacé l'historique de son navigateur et vidé son argent. La sécurité opérationnelle était devenue une seconde nature après 22 ans dans le renseignement militaire. Ne laisser aucune trace numérique. Partir du principe que chaque communication était surveillée. Ne faire entièrement confiance à personne. Mais son esprit digéra les implications de ce qu'il avait appris. Traceur professionnel, détonation à distance et timing précis équivalaient à une opération sophistiquée. Il ne s'agissait pas d'un crime aléatoire ou d'un acte d'amateur. C'était le travail de personnes disposant de ressources sérieuses et d'une formation professionnelle. Ce soir-là, il observa le visage de Janelle lorsque l'histoire fut diffusée aux informations locales. Debout devant le métal tordu et l'asphalte brûlé, la journaliste parlait de l'enquête en cours et de la famille du chauffeur du camion. Le genre de tragédie humaine qui occupait les journaux télévisés chaque soir. Janelle ne broncha pas lorsqu'on lui montra l'épave. Elle ne parut pas surprise lorsqu'on évoqua la possibilité d'un acte criminel. Elle continua simplement à remuer son café avec une précision mécanique, les yeux rivés sur l'écran de télévision. C'est terrible, dit-elle avec juste ce qu'il fallait de compassion. Ce pauvre chauffeur. Il avait probablement une famille. Sa voix exprimait une inquiétude sincère, le ton de quelqu'un qui avait appris une mauvaise nouvelle concernant un inconnu et qui ressentait une tristesse justifiée. Mais Aaron était marié à Janelle depuis 15 ans. Il avait vu ses réactions sincères face à la tragédie, l'avait vu pleurer devant des films tristes et donner de l'argent au fonds de secours. Ce n'était ni du chagrin, ni du choc, ni de l'horreur. C'était une performance. Ça fait réfléchir, dit Harlan, testant sa réaction. Comme il serait facile pour quelqu'un de disparaître. Mauvais endroit, mauvais moment. Boum. Disparu à jamais. Ne dis pas des choses pareilles. Janelle tendit la main et la serra. C'est trop déprimant d'y penser, mais sa prise était trop ferme, trop longue, et lorsqu'elle se retira, ses doigts tremblaient légèrement. Après que Lennon fut couché, Harlan s'assit à son bureau et commença à construire une chronologie, non pas sur un papier susceptible d'être retrouvé et utilisé contre lui. Dans sa tête, la façon dont il avait été entraîné à compartimenter les informations lors d'opérations classifiées. Le comportement récent de Janelle. Des changements de routine, des anomalies qui semblaient insignifiantes prises isolément, mais qui formaient un schéma lorsqu'elles étaient prises ensemble. Le mot de passe de son ordinateur portable qu'elle avait changé 3 semaines auparavant. Elle prétendait avoir oublié l'ancien,
mais Janelle n'oubliait jamais rien d'important. Sa mémoire du détail était l'une des choses qui l'avait attiré lors de leur première rencontre, les retraits d'argent. De petites sommes, jamais suffisantes pour déclencher des alertes bancaires ou des notifications automatiques, mais constantes. 500 par-ci, 3 cents par-là, toujours dans différents distributeurs automatiques de la ville, constituant une réserve d'argent liquide indétectable grâce aux enregistrements électroniques, les cartes Visa prépayées. Il avait trouvé les reçus dans son sac à main, mélangés à des tickets de caisse et des factures d'achat à la station-service. Pourquoi une personne avec un crédit impeccable et plusieurs comptes bancaires aurait-elle besoin de moyens de paiement intraçables? Et puis il y avait le Costa Rica. La semaine dernière, Linan en avait parlé alors qu'ils allaient à l'école en voiture. Une conversation informelle, le genre de sujet qui revient sans prévenir entre parents et enfants. Maman m'a demandé si j'avais un jour envie de voir le Costa Rica. Elle a dit, c'est magnifique à cette époque de l'année, et le café est excellent. À l'époque, il avait cru que c'était juste de la curiosité. Janelle avait toujours parlé de voyager davantage, de découvrir le monde au-delà de l'Indiana. Mais maintenant, compte tenu de tout le reste, c'était différent. On aurait dit une reconnaissance pour un plan d'évasion. Aaron a examiné ses relevés bancaires, ses rapports de solvabilité, ses polices d'assurance. Tout semblait normal en apparence. Les comptes joints affichaient une activité régulière. Les codes de crédit étaient solides. L'assurance vie s'élevait, il fixait l'écran, à 2,8 millions de dollars. Quand était-ce arrivé? La dernière fois qu'il avait vérifié, leur assurance vie était plafonnée à 500 000 dollars. Une couverture standard, rien d'inhabituel. Cette police était différente, plus récente. La bénéficiaire était Janelle Beckett, seule bénéficiaire en cas de décès ou de disparition accidentelle. Arlan sortit les documents de la demande. Sa signature était là, notariée et datée d'il y a 6 mois. Il fixa l'écriture, les courbes et les angles qui ressemblaient presque exactement à la sienne. Presque. Le H de Harlem était faux. Trop arrondi. Il signait son nom de la même manière depuis 30 ans. Une mémoire musculaire gravée dans son système nerveux. Celui qui avait falsifié cela était bon, mais imparfait. Son téléphone vibrait. Un SMS d'un numéro inconnu. Comment s'était passé le camping? Arlon fixa l'écran. Personne en dehors de sa famille n'était au courant du camping. Il avait annoncé à ses clients qu'il n'était pas disponible pour le week-end, mais qu'il était resté volontairement vague sur ses projets, qu'il avait supprimé le message et bloqué le numéro, et qu'il avait également créé un nouveau fichier crypté sur son serveur sécurisé. Le message, l'explosion du camion, la police d'assurance Forge, tout était lié. Il lui fallait juste comprendre comment. Cette nuit-là, Arlon était allongé dans son lit à côté de sa femme et écoutait sa respiration. Régulière, paisible, la respiration de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Mais il savait désormais que ce n'était pas le cas. La femme qui dormait à côté de lui avait tenté de le faire tuer. Elle avait falsifié sa signature sur une police d'assurance de plusieurs millions de dollars. Elle préparait quelque chose qui impliquait le Costa Rica et leur fille. Janelle s'agitait dans son sommeil. Une main tendue vers lui par-dessus le lit. Son alliance reflétait le clair de lune à la fenêtre. 15 ans de mariage. 15 ans de repas partagés, de blagues privées et de moments tranquilles. 15 ans à construire une vie ensemble. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Aaron ferma les yeux et commença à planifier. L'émotion était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Cinnamon le ferait tuer. Si Janelle voulait jouer ce jeu, il le ferait mieux s'il avait été entraîné par les meilleurs tueurs du monde. Elle allait apprendre la différence entre vouloir la mort de quelqu'un et la provoquer. Mais d'abord, il lui fallait des preuves. Des preuves tangibles, qui tiendraient la route devant un tribunal. Car une fois l'affaire terminée, il voulait plus que survivre. Il voulait justice. La première règle d'enquête de Harland, ne jamais laisser la cible savoir qu'elle est surveillée. Il a commencé modestement. Un enregistreur de frappe sur l'ordinateur portable de Janelle, déguisé en mise à jour de sécurité de routine. Elle travaillait à domicile comme graphiste indépendante, ce qui signifiait des heures d'ordinateur chaque jour. Une couverture parfaite pour la surveillance. Le logiciel était Militarira, invisible aux antivirus standards. Il capturait chaque frappe, chaque connexion, chaque visite sur un site web. Le tout était téléchargé sur un serveur crypté auquel seul Aaron avait accès. En une semaine,
il avait ses mots de passe. Son compte email a fourni la première preuve tangible, des messages échangés avec un certain Calderusque. Le ton était intime, familier. Plus que des partenaires commerciaux, on se disait que tout était en place. Une fois que ce sera fait, on pourra avancer. La fille ira bien. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Arrêtez de vous inquiéter. Il ne le verra pas venir. Arlon a fait des captures d'écran de chaque message. Il les a enregistrés dans son dossier de preuves. Puis il a commencé à fouiller dans un Calderusque. Les résultats de recherche ont dressé un tableau clair. 3 arrestations pour fraude. 2 condamnations. Parmi ses associés connus figuraient des blanchisseurs d'argent, des voleurs d'identité et au moins 2 personnes soupçonnées d'être liées à un cartel. Janelle ne le trompait pas seulement. Elle travaillait avec un criminel endurci. Plus il creusait, plus la situation empirait. Les relevés téléphoniques montraient des appels vers un numéro jetable enregistré sous un faux nom. Les dossiers financiers révélaient des transferts d'argent vers des comptes offshore. Les sites de voyage affichaient des recherches de vol pour le Costa Rica, et plus précisément pour San José. Mais le véritable choc est survenu lorsqu'il a accédé à son stockage cloud. Le dossier était intitulé « Projet futur ». À l'intérieur se trouvaient des documents qui le glaçaient, une demande de garde déposée, mais pas encore soumise au tribunal. Le document demandait la garde exclusive de Linan, en raison de l'état mental instable de Arlan suite à son service militaire. Le document citait des incidents imaginaires de comportement erratique, de toxicomanie, de violence conjugale, autant de mensonges soigneusement élaborés pour le dépeindre comme un père indigne. Il y avait aussi des dossiers médicaux. De faux documents affirmant qu'il avait été traité pour un syndrome de stress post-traumatique, une dépression, de l'alcoolisme, et même un faux rapport de police décrivant une dispute conjugale qui n'avait jamais eu lieu. Quelqu'un avait passé des mois à construire un faux récit de sa vie. Mais le pire, c'était la chronologie. D'après les documents, Janelle avait déposé une demande de garde d'urgence 2 semaines auparavant. La demande était actuellement examinée par un juge aux affaires familiales. Si Arlan mourait dans un accident, Janelle aurait la garde exclusive de Lénine en quelques jours. L'argent de l'assurance suivrait peu après. Point. Un plan parfait. Propre, légal, rentable. Arlan imprimait tout, puis stockait les copies physiques dans un coffre-fort à l'autre bout de la ville. Les preuves numériques pouvaient être piratées, supprimées, corrompues. Le papier était plus difficile à détruire. Point. Il prit également une autre décision. Il avait besoin d'aide. Nico Grave vivait dans un garage aménagé derrière son atelier de réparation de motos, entouré d'outils et de pièces de moteur. Il avait été l'opérateur radio de Arlan en Afghanistan. Le genre d'ami qui partagerait sa dernière balle si la situation l'exigeait. « Tu as une mine d'enfer », dit Nico quand Arlan frappa à sa porte à minuit. « J'ai besoin de ton aide. » « Quel genre d'aide ? » ?»« Le genre qui pourrait nous faire arrêter. » Nico sourit. « Je t'écoute. » Ils étaient assis dans la cuisine de Nico, buvant de la bière dans des bouteilles qui transpiraient dans l'air humide. Arlan étala tout ce qu'il avait trouvé. Le traceur, l'explosion, la fraude à l'assurance, les papiers de garde. Nico écoutait sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. « Alors, ta femme essaie de te tuer pour de l'argent. En bref. Et ce Calder l'aide. Calder dirige l'opération. Janelle n'est qu'un agent secret. » Nico termina sa bière et en prit une autre. « De quoi as-tu besoin ? » ?»« Du matériel de surveillance, des téléphones propres, de l'aide technique. » Terminé. Nico n'hésita pas. « Quoi d'autre ? » ?»« Que quelqu'un me protège. S'ils ont essayé une fois, ils recommenceront. » C'est fait. Le regard de Nico était dur maintenant. Le même regard qu'il avait lorsqu'il se faisait tirer dessus à Kandahar. Ces gens s'en prenaient à la mauvaise famille. Au cours des 2 semaines suivantes, ils montèrent leur dossier méthodiquement. Nico installa des caméras cachées dans toute la maison de Harland, camouflées en détecteurs de fumée et en prise murale. Elles étaient activées par détection de mouvement, cryptées et téléversaient les images sur un serveur sécurisé en temps réel. Aaron clona le téléphone de Janelle, lui donnant accès à tous ses appels et messages. Il suivit ses déplacements grâce au GPS, dressant un tableau détaillé de son quotidien. Le schéma qui en ressortait était accablant. Tous les mardis et jeudis, Janelle se rendait dans un motel du sud de la ville. Elle y restait exactement 2 heures,
payant toujours en espèces. Des images de vidéosurveillance d'une station-service voisine montraient sa rencontre avec un homme correspondant à la description de Calder Rust. Aaron l'a suivi une fois, se tenant suffisamment loin pour ne pas être détecté. Il observa à la jumelle Janelle et Calder s'embrasser sur le parking du motel. Pas le petit bisou rapide de simple connaissance, ni le long baiser gourmand d'amoureux séparés depuis trop longtemps. Cette nuit-là, Arlon était allongé dans son lit à côté de sa femme et ne ressentait rien. Ni colère, ni douleur, ni trahison, juste le froid calcul qu'elle avait fait son choix. Maintenant, il ferait le sien. La révélation venait d'une source inattendue. Lennon, sa fille, avait toujours été observatrice, mais ces derniers temps, elle prêtait une attention particulière au comportement de sa mère. Les enfants remarquaient des choses que les adultes ne percevaient pas. Des schémas qui semblaient normaux en apparence, mais qui semblaient anormaux au fond. « Papa, je peux te dire quelque chose ?» Ils étaient dans son bureau, Linan faisant ses devoirs pendant qu'Arlon travaillait sur un audit de sécurité client. Elle parlait bas, comprenant instinctivement la nécessité du secret. Bien sûr, maman se comportait bizarrement. Bizarre comme ça. Lennon sortit un petit carnet, du genre qu'elle utilisait pour les devoirs. Mais les pages étaient remplies de dates, d'heures, d'observations. Elle a noté des choses, des numéros de téléphone, des adresses, et elle n'arrête pas de me poser des questions sur toi. Quel genre de questions? Du genre, si je t'avais déjà vu boire pendant la journée, ou si tu l'avais frappé, des trucs qui n'arrivaient jamais. La voix de Lennon était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Pourquoi me poserait-elle des questions pareilles? Arlon sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas son cœur engourdi des semaines auparavant, quelque chose de plus profond. Le dernier espoir qu'il se soit peut-être trompé à propos de Janelle. Je ne sais pas, ma chérie, mais tu as bien fait de me le dire. Léna hocha la tête. Il y a plus. Elle feuilleta le carnet, pointant du doigt des notes écrites de son écriture soignée. Le 15 mars, maman a dit de ne dire à personne qu'on prend l'avion bientôt. Le 18 mars, elle m'a demandé si j'avais un passeport. J'ai dit oui. Le 22 mars, maman a dit qu'elle aurait préféré que tu ne rentres pas plus tôt de ton dernier voyage d'affaires. Le 25 mars, elle pleurait au téléphone. Elle a dit quelque chose sur quand tout ça serait fini. Chaque note était un clou dans le cercueil de Janelle. La preuve d'une conspiration qui remontait à des mois. Linan, j'ai besoin que tu continues à écrire, mais ne laisse pas ta mère voir le carnet. D'accord. Elle marqua une pause. Papa, sommes-nous en danger? La question flottait entre eux. Aaron pouvait mentir. Lui dire que tout allait bien, que les adultes s'occupaient de leurs problèmes d'adultes. Mais Lennon méritait la vérité. Elle l'avait peut-être mérité, mais je ne laisserai rien t'arriver. Je sais. La voix de Lennon était calme, confiante. Tu nous protèges toujours. Si seulement elle savait à quel point cela devenait difficile. Le faux rapport de police est arrivé 2 jours plus tard. Arlon était dans son bureau quand la sonnette a retenti. 2 agents de patrouille se tenaient sur le pas de sa porte, leur visage professionnellement neutre. Monsieur Beckett, nous devons vous parler d'un rapport de troubles conjugaux. Je suis désolé. Quoi? Votre femme a appelé ce matin. Elle dit que vous l'avez frappée lors d'une dispute. Arlon a eu un moment de vide mental. Puis l'entraînement a fait son apparition. Restez calme. Ne résistez pas. Ne leur donnez rien à utiliser contre vous. Agent, je n'ai pas touché à ma femme. C'est la première fois que j'entends parler d'un rapport. Nous devons encore vous interroger. Les menottes étaient froides contre ses poignets. Arlon ne s'est pas débattu, n'a pas protesté. Il a juste regardé sa maison et a vu Janelle qui l'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Elle ne pleurait pas, n'était pas bouleversée, elle regardait simplement le commissariat en train de calculer. Ils l'ont placée dans une salle d'interrogatoire qui sentait le désinfectant et le désespoir. L'inspecteur était jeune, sérieux, probablement novice en matière de violence conjugale. Votre femme a de graves contusions, monsieur Beckett. Elle dit que vous lui avez attrapé les bras lors d'une dispute pour une question d'argent. Inspecteur, je n'ai jamais été à moins de 3 mètres de ma femme aujourd'hui. Nous ne nous sommes disputés pour rien. Elle a l'air assez secouée. J'en suis sûr. L'inspecteur a sorti des photos. Les bras de Janelle étaient marqués de contusions violet foncé en forme de pince à doigts.
des blessures récentes, certainement douloureuses, et certainement auto-infligées. Arlon avait vu suffisamment de blessures sur le champ de bataille pour savoir faire la différence entre les blessures défensives et les blessures simulées. Ces bleus étaient au mauvais endroit. Appliqués avec juste assez de force pour paraître dramatique sans causer de réels dommages. Inspecteur, j'aimerais appeler mon avocat. Ils l'ont détenu pendant 6 heures avant de le libérer sous caution. Aucune charge n'a été retenue, mais une ordonnance restrictive a été émise. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de chez lui. Arlon était assis dans sa voiture devant le commissariat et a appelé Nico. Ils sont allés plus vite que prévu. Où logez-vous? Il y a un motel rue du Pont. J'y serai ce soir. Et le nom? C'est le but. Janelle à la garde maintenant. Temporaire, mais assez longtemps pour disparaître. Aaron entendait Nico serrer la mâchoire au téléphone. Alors, quel est le plan? Comme avant, mais on accélère le processus. Cette nuit-là, depuis sa chambre de motel, Aaron a tout téléchargé sur un serveur sécurisé, chaque document, chaque photo, chaque preuve recueillie. Puis il a tout gravé sur plusieurs clés USB et envoyé des copies à 3 cabinets d'avocats différents. Finalement, il entra dans le bureau du procureur à 8 heures du matin et déposa une clé USB sur le bureau de la réceptionniste. Je dois parler à quelqu'un pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et complot en vue d'un enlèvement. La réceptionniste regarda la clé, puis le visage de Arlan. Ce qu'Alivy la poussa à décrocher immédiatement le téléphone. Monsieur Davison, vous devez voir ça. Le procureur adjoint Mark Davison avait traité suffisamment d'affaires pour reconnaître les preuves authentiques dès qu'il les voyait. L'homme assis en face de lui n'était pas un conspirationniste débitant des théories farfelues. C'était un analyste du renseignement expérimenté présentant des documents à faire saliver les procureurs fédéraux. Monsieur Becquet, si ne serait-ce que la moitié de ce que vous me dites est exact, nous sommes en présence de plusieurs crimes. Mais il faut que je comprenne la chronologie. Arlan a étalé d'autres photos sur le bureau de Davison. La tentative de meurtre a eu lieu il y a 2 semaines. La fraude à l'assurance dure depuis 6 mois. La manipulation de la garde a commencé il y a 3 semaines. Ils accélèrent les choses, car ils savent que je commence à avoir des soupçons. Et vous pensez que votre femme et ce Calder Rusk prévoient de quitter le pays. D'après leur communication, ils ont des billets pour le Costa Rica. Le vol décolle demain matin. Davison examina les preuves pendant 10 minutes supplémentaires, prenant des notes dans les marges des documents. Finalement, il leva les yeux avec l'expression d'un homme qui vient de réaliser qu'il tenait une affaire qui allait faire sa carrière. J'appelle le FBI. Ça dépasse les frontières des États, ça implique une fraude électronique et ça a des implications fédérales. Il prit son téléphone. L'agent spécial Martinez veut une affaire comme celle-ci depuis des mois. Combien de temps avant qu'il puisse agir? Des heures, pas des jours. Mais il faut qu'il s'incrimine même sur bande magnétique. Des aveux de culpabilité, des discussions sur le complot du meurtre, tout ce qui peut lever tout doute raisonnable. Arlon sourit pour la première fois depuis des semaines. Cela pourrait s'arranger. Calder Rusk se croyait l'homme le plus intelligent de la pièce. Une illusion qui allait lui être fatale. Arlon surveillait les communications de l'homme depuis 3 semaines, suivant ses habitudes, apprenant ses routines. Calder était prudent sur certaines choses. Téléphone crypté, langage codé, changement fréquent de lieu, mais négligé d'autres. Son addiction au jeu, par exemple, ses visites hebdomadaires au casino à la frontière du Michigan, toujours le même itinéraire, toujours à la même heure, son goût pour le scotch cher qu'il commandait au restaurant, et surtout, une arrogance qui lui faisait croire qu'il était intouchable, que son excès de confiance allait le détruire. Arlon était assis dans sa chambre de motel, observant les images de 6 caméras de surveillance différentes. Nico l'avait aidé à câbler. Le chalet de chasse abandonné où Calder et Janelle tenaient leur dernière réunion de planification. Chaque mot, chaque geste, chaque détail compromettant était enregistré en vidéo haute définition et en audio cristallin. La cible bouge. La voix de Nico grésillait dans son oreillette. Une Mercedes noire venait de s'engager sur la voie d'accès. Bien reçu. Équipe du FBI en position. L'agent Martinez confirme que toutes les unités sont prêtes. Dès que vous donnez l'ordre, elles bougent. L'agent spécial Elena Martinez était sceptique lorsque le bureau du procureur de district l'a contacté au sujet de l'affaire. La fraude par fil et la tentative de meurtre ont été de graves accusations, mais les ressources fédérales n'étaient pas illimitées.
Elle avait besoin de preuves qui garantiraient des condamnations. Les images de surveillance fourniraient exactement cela. Que sur un moniteur d'une berline de luxe s'est arrêté à la cabine météo. Janelle est sortie en premier, se déplaçant avec la foulée confiante de quelqu'un qui pensait que son plan était sans faille. Calder a suivi, portant une mallette et un sac d'ordinateur portable. Ils avaient l'air détendus. Confiants. Deux personnes qui pensaient avoir déjoué tout le monde autour d'eux et étaient sur le point de profiter des mois de planification minutieuse. Vérification audio, a déclaré Arlon dans son casque. Crystal clear, la voix de Carl Martinez à travers son oreillette. Nous enregistrons tout. À l'intérieur de la cabine, Janelle et Calder se sont installés sur un canapé qui avait connu de meilleures décennies. Ils avaient des ordinateurs portables ouverts, des documents répartis sur une table basse marquée avec des années d'abus, des états financiers, des itinéraires de voyage, de faux papiers d'identification, des informations de change. La configuration ressemblait à une réunion commerciale entre les conseillers financiers. Sauf que l'entreprise était un meurtre et que la marge bénéficiaire a été mesurée en millions. Lorsque le camion a explosé à l'extérieur d'Amarillo, je pensais que nous avions fini, a déclaré Janelle, sa voix claire à travers les microphones cachés que Nico avait installés. Il est comme un cafard. Trop intelligent pour son propre bien, trop têtu pour mourir tranquillement. Mais pas assez intelligent pour voir cela venir, répondit Calder, tirant quelque chose sur l'écran de son ordinateur portable. La réclamation d'assurance passe demain matin. 2,8 millions moins la baisse de 30% pour mes contacts dans les îles Caïmans. Nous laisse toujours près de 2 millions d'argent. Et la disposition de la garde a fonctionné parfaitement comme clockwork. L'ordonnance d'interdiction le maintient loin de la maison et loin de l'enfant. Au moment où quelqu'un se rend compte que vous avez disparu, nous serons au Costa Rica avec de nouvelles identités et une vie confortable devant nous. Arlon a écouté sa femme discuter de l'enlèvement de sa fille avec le même ton décontracté qu'elle avait autrefois utilisé pour planifier des voyages d'épicerie. Affaire des faits professionnels comme d'habitude. Et Lennon ? Demanda Calder en faisant défiler les documents sur son écran. Enfants intelligents. Elle pourrait comprendre ce qui est arrivé à son père. Lennon s'adaptera. Dit Janelle avec un haussement d'épaule qui a refroidi le sang de Aaron. Les enfants sont plus résilients que les adultes. Elle aura une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Finalement, elle oubliera complètement l'Indiana, et si elle ne le fait pas, si elle essaie de contacter quelqu'un ici ou pose trop de questions sur la disparition de son père. La pause qui a suivi n'a duré que 3 secondes, mais contenait des multitudes de méchancetés. Ensuite, nous nous en occuperons, dit enfin Janelle. Le Costa Rica est un grand pays. Les accidents arrivent tout le temps aux touristes. La menace pendait dans l'air comme du gaz toxique. Des mots occasionnels qui portaient le poids du meurtre prémédité prononcé par une femme discutant du meurtre potentiel de sa propre fille. Le doigt de Harlan a trouvé le bouton d'activation de son émetteur, mais il s'est forcé à attendre. Il avait besoin de plus de preuves, de plus d'admissions, de plus de documentation sur leur complot complet. En parlant de extrémité lâche, a déclaré Calder, retirant une tablette et ouvrant une nouvelle application. Nous avons un autre problème qui nécessite une attention immédiate. À l'écran se trouvait une photo de surveillance de Nico Grave tirée à l'extérieur de son magasin de moto 3 jours plus tôt. Le copain de l'armée de Harland a posé des questions en ville, poussant à des choses qui pourraient compliquer notre chronologie. Il a parlé aux gens, montrant des photos, recueilli des informations. Alors, que voulez-vous faire de lui? Même solution que nous utilisons pour le conducteur du camion. Détonation à distance. Faites ressembler à un accident de moto. J'ai déjà planté l'appareil sur sa Harley. Janelle hocha la tête avec l'acceptation calme de quelqu'un approuvant un menu de déjeuner lorsque ce soir, après avoir terminé ici et confirmé nos arrangements de voyage. Il fait généralement un tour vers minuit, se dirige vers le lac sur l'ancienne route. Endroit parfait pour un accident. C'était plus que suffisamment de preuves pour garantir des peines à perpétuité pour les deux. Harlon a appuyé sur le bouton d'activation et a parlé dans son casque avec un calme mortel. Exécutez maintenant. Le FBI avait été positionné autour de la cabine pendant 2 heures, attendant en silence le signal qui mettrait fin à cette opération. Ils se sont déplacés comme une unité militaire de précision, rapide et coordonnée et absolument mortelle dans leur efficacité. La porte d'entrée a explosé vers l'intérieur avec un accident qui secoua tout le bâtiment. Des agents armés ont coulé à travers l'ouverture comme de l'eau à travers un barrage cassé. Armes dessinées.
Des voix criant des commandes qui coupent dans l'air comme des lames de couteau. Le FBI, agents fédéraux, se met au sol. Descendez maintenant. Calder a essayé de courir, se précipitant vers une porte arrière qui a conduit au bois derrière la cabine. Il a fait exactement 3 étapes avant que l'agent Martinez ne le plaçait au sol avec l'efficacité d'un secondeur de la NFL. Son ordinateur portable a traversé le sol, renversant son contenu incriminant à travers le bois altéré. Janelle était assise là, gelée en place comme un cerf pris dans les phares. Pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar, elle avait l'air vraiment surprise par la tournure des événements. Janelle Beckett, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance, une tentative d'enlèvement et un complot pour commettre une fraude au commerce interétatique. Les menottes se sont fermées autour de son poignet avec la finalité d'un cercueil de clôture. Le même son qu'il avait fait lorsqu'Harland a été arrêté pour de fausses accusations quelques jours plus tôt. Mais cette fois, les preuves étaient écrasantes et absolument authentiques. L'agent Martinez les a lues à Miranda Rights tandis que d'autres agents fédéraux ont remporté des preuves avec la précision méthodique d'une enquête sur la scène du crime. Ordinateur portable, téléphone, documents, dossiers financiers, faux documents d'identification, tout nécessaire pour construire des cas qui tiendraient le tribunal fédéral. Harland regarda depuis son poste de surveillance alors qu'il conduisait sa femme à un véhicule de transport fédéral. Elle a regardé la cabine une fois, scannant les arbres et les ombres comme s'il essayait de comprendre comment son plan parfait s'était déroulé si complètement. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la caméra se nourrissent sur la distance électronique qui séparait le prédateur des proies. Même grâce à la barrière numérique, il pouvait voir le moment exact où la compréhension s'est renforcée dans son expression. Elle a réalisé qu'il avait regardé depuis le début, écoutant chaque conversation, enregistrant chaque plan, documentant chaque détail de son complot pour l'assassiner et voler sa vie. La femme qui avait partagé son lit pendant 15 ans a finalement compris qu'elle avait été devancée par quelqu'un qui était meilleur dans ce jeu qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le procès a duré 3 semaines et a dominé la couverture des informations locales. Harland a témoigné le 2e jour, exposant le calendrier de son enquête dans l'ordre chronologique précis. Le procureur fédéral a promené méthodiquement chaque élément de preuve. Le GPS tracker, les documents d'assurance forgés, les communications entre Janelle et Calder, le rapport sur la violence domestique. Son témoignage était calme, factuel, dévastateur. Aucune émotion, pas de gestes théâtraux, juste un analyste de renseignements qualifié présentant des données qui ont parlé de lui-même que l'avocat de la défense de Janelle a tenté de la peindre en tant que victime de circonstances. Une femme désespérée piégée dans un mariage prétendument violent, manipulée par un criminel de carrière, contraint de mesures extrêmes pour se protéger elle-même et sa fille d'un vétéran instable souffrant d'une maladie mentale non traitée. La stratégie de défense a survécu exactement un jour de contre-interrogatoire que l'avocat de Harland a détruit le récit d'abus avec des dossiers médicaux s'étalant sur 15 ans. Des déclarations de témoins de voisins et d'amis et de preuves photographiques qui ont entièrement raconté une histoire différente. Il n'y a eu aucune visite à l'hôpital pour des blessures suspectes. Aucun rapport de police avant l'incident de mise en scène. Aucune plainte auprès des membres de la famille ou des amis proches de la violence domestique. Au lieu de cela, il y a des photos de vacances en famille, de célébrations d'anniversaire, de dîners d'anniversaire, de publications sur les réseaux sociaux montrant une famille normale et heureuse vivant une vie ordinaire dans la banlieue de l'Indiana. Mais la véritable chute de la défense est survenue lorsque Linan a pris la position du témoin. La fille de Aaron se dirigea vers la boîte des témoins avec des marches stables et un sang-froid qui ont impressionné même le juge fédéral. Elle avait 13 ans, mais elle a fait face à la salle d'audience bondée avec la confiance de quelqu'un beaucoup plus âgé. L'un, as-tu déjà vu ton père nuire physiquement à ta mère? Le procureur a demandé, non, monsieur. Jamais. L'avez-vous déjà vu la menacer de violence? Non, monsieur. Votre mère vous a-t-elle déjà demandé de mentir sur le comportement de votre père? Le l'un a ouvert son carnet en spirale et a lui lire d'une voix claire qui se rendait dans tous les coins de la salle d'audience. Date par date, conversation par conversation, elle a documenté les tentatives de sa mère de fabriquer des preuves d'abus et de la manipuler pour fournir de faux témoignages. La salle d'audience était absolument silencieuse quand elle a fini de lire. Votre honneur, a déclaré le procureur fédéral, le gouvernement aimerait entrer dans les notes contemporaines du linge Beckett en preuve en tant que pièce gouvernementale 63. L'avocat de Janelle s'est opposé, mais le juge l'a rejeté immédiatement. Le journal contenait des observations de première main du complot documenté en temps réel par un témoin impartial qui n'avait aucun motif de haine.
Il était absolument dévastateur pour la défense que lors de la dernière semaine de procès. Ils ont joué l'audio de surveillance de la cabine. La voix de Janelle a rempli la salle d'audience fédérale occasionnelle et froide alors qu'elle discutait de la fraude à l'assurance, des plans d'enlèvement et du meurtre potentiel de quiconque pourrait exposer leur opération. Lorsque l'enregistrement a atteint la partie sur le traitement du linge si elle ne s'adaptait pas à sa nouvelle vie au Costa Rica, plusieurs jurés ont visiblement reculé. Une femme à l'arrière, Ro, a en fait halté à haute voix. La défense s'est reposée sans appeler un seul témoin. Lors des arguments de clôture, Harland s'est assis dans la galerie et a regardé le sort de sa femme décidé par 12 citoyens qui avaient entendu suffisamment de preuves pour condamner une petite armée. Le procureur fédéral a méthodiquement présenté le cas du gouvernement, construisant une structure logique incontournable. Mesdames et messieurs du jury, ce n'était pas un crime de passion. Ce n'était pas un acte désespéré de quelqu'un avec des options limitées. Il s'agissait d'une conspiration soigneusement planifiée pour commettre un meurtre à des fins financières, orchestré sur une période de mois par deux personnes qui considéraient la vie humaine comme un obstacle à leur profit personnel. Il a élargi des photographies du camion explosé, les documents d'assurance forgés, le tracker GPS qui avait été trouvé sous le véhicule de Aaron Beckett. Les défendeurs ont passé 8 mois à planifier la mort de M. Beckett. Ils ont recherché des méthodes, établi alibi, créé de fausses preuves pour soutenir leur histoire de couverture. Ils étaient prêts à assassiner un chauffeur de camions innocent pour tester leur capacité de fabrication de bombes. Ils étaient prêts à kidnapper une fillette de 13 ans et à l'emmener dans un pays étranger contre sa volonté. Le procureur s'est arrêté, établissant un contact visuel avec chaque juré individuellement. Et lorsque leur plan a été exposé, ils étaient prêts à tuer quiconque pourrait interférer avec leur évasion, y compris un vétéran de l'armée des États-Unis qui avait servi son pays en honneur. Le verdict est revenu après 4 heures de délibération. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Janelle n'a montré aucune émotion visible lorsqu'un juge fédéral a lu sa peine. 38 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant 25 ans. Sa plus ancienne date de sortie possible aura lieu à 2050 alors qu'elle avait 73 ans. Calder a reçu 42 ans améliorés par ses antécédents criminels et ses liens avec le crime organisé. Il mourrait probablement dans la prison fédérale. Après l'audience de détermination de la peine, Aaron et le Lin ont conduit vers le nord vers l'Idaho dans un SUV loué chargé de leurs biens restants. Ils avaient vendu la maison dans l'Indiana, fermé tous leurs comptes locaux, coupé tous les liens avec leur ancienne vie. Ils ont trouvé une petite maison de ranch près de Kurdlan, entourée de pins et de montagnes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. La propriété était isolée, mais pas éloignée, privée, mais pas cachée. Parfait pour 2 personnes qui devaient disparaître sans s'enfuir. Lennon s'est inscrit au lycée local et a immédiatement rejoint le club d'échecs. Elle avait un talent naturel pour les jeux de stratégie. Héritée d'un père qui avait passé sa carrière à réfléchir à plusieurs mouvements avant ses adversaires. Harland a lancé un nouveau cabinet de conseil en cybersécurité, travaillant avec des clients qui appréciaient la discrétion et la compétence sur des campagnes marketing flashy. Sa réputation l'a suivi de l'Indiana, apportant un travail stable et des revenus confortables. Ils ont construit une nouvelle vie ensemble. Simple, honnête, sans poids de trahison et de tromperie qui les avait presque détruits tous les 6 mois après leur installation en Idaho. Une lettre est arrivée de l'établissement correctionnel fédéral de l'Ohio. Harland a reconnu immédiatement l'écriture de Janelle sur l'enveloppe, le même script minutieux qu'elle avait utilisé pour signer des cartes d'anniversaire et des listes d'épicerie. Il se tenait dans sa cuisine en tenant la lettre et en ne ressentant absolument rien. Aucune curiosité pour son contenu, aucun désir de fermeture ou d'explication, juste une indifférence froide à la femme qui a tenté de le tuer pour de l'argent. Au lieu de l'ouvrir, il se dirigea vers la cheminée en pierre dans leur salon et laissa tomber la lettre dans les flammes. Le papier bouclé et noirci, les mots disparaissant dans la fumée et les cendres qui se sont levées sur la cheminée et se dispersaient dans le ciel de l'Idaho. Lennon l'a trouvé là-bas 20 minutes plus tard, en regardant le feu consommer la dernière connexion physique à leur ancienne vie. « Pensez-vous qu'elle nous aimait vraiment ?» demanda-t-elle, s'installant sur la chaise à côté de lui. Harland a soigneusement examiné la question. Il a pensé environ 15 ans de mariage, des vacances partagées, des moments tranquilles qui semblaient authentiques à l'époque. Anniversaire et conversation tard le soir sur les rêves et les peurs. Peut-être une fois, a-t-il dit finalement. Mais l'amour meurt lorsque la cupidité gagne. Nous avons survécu et c'est ce qui compte. C'est suffisant. Lena hocha la tête et retourna à ses devoirs. Elle étudiait la théorie avancée des probabilités,
travaillant à travers des équations complexes qui prédisaient les résultats basés sur des variables connues. Arlon est resté à côté de la cheminée jusqu'à la détraction de la lettre, s'assurant qu'aucune trace ne restait. Il a ensuite verrouillé la maison et vérifié le système de sécurité. Le même rituel qu'il avait joué tous les soirs depuis qu'ils avaient déménagé en Idaho. Que le matin, il conduisait Lennon à l'école et allait à son bureau. Ils déjeunent ensemble et parlaient de ses cours, de ses amis, de ses plans pour l'université et au-delà. Une vie normale avec un père normal qui dirigeait une entreprise normale et s'inquiète des choses normales comme les bulletins et les applications universitaires. Mais dans le coffre-fort de la banque locale, enfermé derrière l'acier et le béton dans les réglementations fédérales se trouvait un épais dossier de manille. Nom, adresse, dossier financier, association criminelle, un dossier complet sur les anciens partenaires de Calder Rust et leurs opérations en cours. Pas oublié, juste une pause parce que certains jeux ne se terminent jamais vraiment. Ils attendent juste ensuite.